Parfait, super. Bon, On merci. a réussi à rattraper Cécile, Cécile du Good Living Concept, qui parle aussi d'habitat. Tout à Cécile, fait. est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends bien et vous m'entendez? Super, génial. Je te mets Ouais, en super. vidéo et c'est bon, on te Ok, voit et on t'entend. La parole est à toi. très bien. Merci. Alors, J'en profite juste pour remercier Hugues et Loïc pour leurs interventions précédentes. bah, désolée, moi, j'avais quelques problèmes de connexion. Donc, voilà, je me présente. Moi, je suis Cécile, donc, de Good Living Concept. J'ai fondé Good Living Concept. Ma mission, en fait, c'est d'accompagner les citadins donc, à expérimenter au travers de conseils très pratiques les nouveaux concepts de vivre en ville, plus en lien avec la nature. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'utilisation du bâtiment, donc des low-tech au quotidien finalement. Et j'ai envie de vous raconter en fait une histoire, l'histoire de Camille en 2030. Donc asseyez-vous confortablement, on va se projeter tous ensemble en 2030. Donc imaginez-vous, on est dans une des anciennes tours de la Défense, vue surplombant tout Paris. Alors, comment c'est possible? Il y a 5 ans, en 2025, avec l'avènement du télétravail un peu partout, on a remplacé ces anciens bureaux par des habitats participatifs, des nouveaux habitats. Et Camille y habite et a à peu près 20 mètres carrés d'espace privatif, une sorte de mini-maison low-tech, dans laquelle on a tout équipé low-tech et on a un petit extérieur végétalisé. Donc, ce matin, Camille, donc il est 9 heures et Camille est assez pensif et pense à ces années 2020 à Paris. Il repense en fait à cette pollution qui masquait le ciel, les trottoirs tout gris. Et Camille, à cette époque, peut-être comme vous, avait un travail stimulant intellectuellement, mais qui n'avait pas vraiment de sens. Et donc, les perspectives d'avenir pour lui n'étaient pas non plus réjouissantes. Donc, on avait difficultés futures d'accès à l'énergie, réchauffement climatique, des canicules qui vont être de plus en plus fréquentes d'après le GIEC. Donc, Camille se demandait bien, comme vous peut-être, de quoi sera fait notre avenir. C'est vrai, à quoi ça sert d'aller bosser si tous les, comment dire, les signaux de la planète sont au rouge? Est-ce qu'on va tous aller finalement tous dans le mur, comme certains nous le prédisent? Et Camille, en fait, regarde cette époque avec bienveillance, parce que aujourd'hui, en fait, les low-tech font partie de son quotidien. Il se rappelle justement de cette époque et des semaines de confinement qui ont suivi. Et c'est justement à ce moment-là de mémoire que Camille a découvert les low-tech. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre quotidien. En fait, n'importe qui aujourd'hui peut vivre confortablement avec peu de ressources. C'est parce il suffisait simplement de faire simple et compréhensible, même pour un enfant de 5 ans. Et il suffisait simplement de ne rien jeter et d'utiliser peu d'énergie. C'est ça la magie des low-tech. Donc revenons en 2030 chez Camille. Chez Camille, il est 11 heures et Camille a envie de se cuisiner un beau repas pour ses amis pour ce soir. Il va donc dans sa cuisine low-tech et grâce à cette cuisine low-tech, on peut donc cuisiner avec 3 fois moins d'énergie qu'en 2020. Donc par exemple, si vous avez envie de vous faire un dalle de lentilles aux légumes curry, vous vous approchez de votre frigo sans électricité et vous allez pouvoir avoir des carottes dans le sable. Vous pouvez prendre ail et oignons dans un tiroir ambiance frais et sec. Et vous allez pouvoir avoir 2, 3 navets dans votre frigo du désert. Et avec ces épluchures, avec tous ces épluchures des légumes, donc, vous allez pouvoir amender votre potager 3.0, qui est en fait un, voilà, exactement. Voir les travaux d'Audrey Bigot, puisque c'est elle qui a designé notamment un frigo du désert de ce type. Et vous allez pouvoir mettre les épluchures dans ce potager 3.0, qui est en fait un potager lombricomposteur citadin, que vous pouvez mettre donc sur votre balcon. Et en même temps, Camille va en profiter pour récupérer du thym, de la coriandre et pourquoi pas des fleurs comestibles pour épater ses amis ce soir.
Donc, revenons à notre cuisine. Camille va utiliser finalement une biogazinière, donc c'est une gazinière qui fonctionne au biogaz de ville, imaginons en 2030, va pousser donc la cuisson de ce dalle sur cette biogazinière pour ensuite le mettre dans une marmite norvégienne qui se trouve juste en dessous, intégrée à la cuisine, pour pouvoir laisser mijoter le plat et vaquer à ses occupations. Donc, si vous voulez, comme Camille, vous faire un café, vous pouvez profiter donc du feu de la biogazinière. Et ça fait 10 ans déjà, il faut savoir que Camille utilise à son tour du marc de café chez lui ou chez elle pour réaliser une petite culture de pleurote maison ou pourquoi pas un masque antifatigue contour des yeux, zéro déchet. Donc, il est déjà 15 heures dans cette journée de 2030 et si vous voulez, comme Camille, épater vos amis et vous créer des souvenirs mémorables pour la soirée, il suffit d'utiliser votre pédalier multifonction, celui qui se trouve à côté de la baie vitrée. Vous vous y installez et pourquoi pas, au bout de 30 minutes de lecture d'un bouquin et 350 calories brûlées, vous aurez 100% de votre énergie de smartphone rechargée pour pouvoir reprendre des photos ce soir. Il faut savoir que ce pédalier multifonction est reliable en option à votre machine à laver et le tout est parfaitement durable. Pourquoi? Parce que s'il vous manque une pièce de ce système, il suffit de la télécharger et de l'imprimer et d'aller la récupérer à l'imprimante 3D commune de son immeuble. Et Camille pourra également en profiter, pourquoi pas, pour donner des épluchures excédentaires au poulailler de la cour commune et au passage récupérer 2-3 œufs frais pour demain matin. Donc enfin, si vous voulez vous créer un apéro original et nutritif pour ce soir, vous pouvez, comme Camille, réaliser un pesto à la spiruline. La spiruline, c'est cette algue qui est en fait un super aliment riche en protéines qui autrefois en 2020 était payé jusqu'à 40 € le kilo. Et aujourd'hui, en fait, elle est gratuite et elle est accessible directement. Elle pousse dans l'appartement de Camille grâce à un aquarium dédié autonome qui est juste près de son bureau. Donc, il suffit de se servir, de préparer le tout et de garnir ce pesto frais sur un toast croustillant, par exemple. Donc, dans la journée de Camille, il est déjà 18 h. 18 h, Camille regarde donc au travers de la fenêtre et voit déjà quelques lumières sur la ville, des lumières bioluminescentes éclairer le ciel. Et il faut savoir que c'est des lumières donc créées par des organismes vivants qui créent une ambiance douce et on aperçoit même les premières étoiles du ciel. Donc, il est temps pour Camille de rentrer ces lumières à énergie végétale. Camille en a 3. Ce sont des plantes en pot qui vivent donc à l'extérieur. Camille les rentre et grâce au bac de phytoépuration qui est lui aussi équipé de ce système, Camille aura de la lumière tour à tour pour toute sa soirée. Et justement, la soirée commence que ça toque à la porte de Camille et ses amis sont arrivés, c'est l'heure de l'apéro. Et Camille a mis des bières au frais et pourra leur faire déguster la nouvelle cuvée qu'il vient de faire réaliser avec ses voisins la semaine dernière dans leur espace commun. Donc voilà, ça c'était une journée typique. Donc dans la journée de Camille, c'est une journée comme les autres en 2030 pour Camille. Donc, si vous voulez, vous aussi, vivre une journée low-tech au quotidien, sachez qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est possible parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est possible à 92%. Donc, c'est simple. Si vous voulez vous aventurer dans ce quotidien, il suffit de suivre le monde des low-tech, de le soutenir, notamment en parlant autour de vous, d'aller à plus de conférences et puis surtout de s'imprégner de ce monde low-tech. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez suivre mon actualité sur mon site internet ou sur ma page Facebook. Le lien doit être donc sur la description de l'événement. Et moi, je vous partage ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc, je suis en train de réaliser une cabane low-tech
avec justement cette cuisine low-tech intégrée. Et demain, enfin surtout la semaine prochaine, on va dire, j'aurai ce potager 3.0, donc un potager lombricomposteur que j'ai réalisé avec 80% de matériaux qui auraient été des déchets dans la ville finalement. J'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle le podcast Se Relier. Se Relier, ça parle donc des solutions concrètes comme les low-tech bien sûr, mais aussi des solutions plus larges pour vous créer un quotidien avec plus de sens. Et puis, pour finir, je vous donnerai un dernier conseil concernant les low-tech. Le plus simple, lancez-vous, formez-vous et osez en fait vous créer un quotidien différent. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre tout de suite, juste à la suite de ce… Super, merci beaucoup Cécile. Il y a une question qui se dit, mais est-ce que ce serait possible une imprimante 3D en low-tech? Alors, moi j'ai écrit un article à ce propos sur les low-tech. Effectivement, les low-tech, quand on regarde, elles incluent également tout ce qui est panneaux solaires, onduleurs. Aujourd'hui, on englobe pas mal de technologies finalement dans les low-tech. Et aujourd'hui, notre technologie n'est pas forcément, on va dire, à la pointe de la low-tech, mais je pense que la technologie tendra à aller justement vers ce monde low-tech, c'est-à-dire de moins consommer d'énergie. Et en fin de compte, une imprimante 3D l'est dans le sens où le matériau, en fait, peut être utilisé pour pour beaucoup d'objets et finalement, il y a moins de transport et on peut du coup réparer beaucoup plus d'objets que si on n'avait pas cette pièce qui ne se trouve plus ou se fabrique plus par les industriels. Super, ça me fait penser à plusieurs trucs. Oui. Premièrement, dans quelle mesure en fait la low-tech c'est aussi quelque chose à vivre peut-être en collectif et pas juste avoir ses équipements, mais dans quelle mesure en fait c'est mieux mutualisé et est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser la manière dont on vit ensemble pour faire advenir les low-tech et pas seulement avoir ces équipements personnels? Tout à fait. Alors, en fait, il faut faire je pense, c'est pour ça que j'ai parlé d'habitat participatif. En fait, chacun aura son côté individuel et son côté qu'il peut partager. Par exemple, certains vont se dire, si par exemple demain, je veux partager une bibliothèque dans ma copro, c'est possible, mais peut-être que les gens seront plus enclins à partager, je sais pas moi, plutôt des appareils à raclette ou des robots mixeurs, etc. Donc je pense que c'est à l'humain finalement de définir en collectif ce que chaque collectif peut partager. Je veux dire qu'il y aura pas de règles strictes. Et pour répondre à tes questions sur la partie pourquoi c'est important de partager, parce que justement, on a cette notion de ressources et une ressource peut combler plusieurs personnes. Et c'est vrai que c'est un peu comment dire, anormal que chacun ait sa perceuse alors que celle-ci va fonctionner à peine 1 heure par an pour chaque foyer. Donc évidemment, il y a une notion de partage qu'il faut absolument mettre en place dans nos sociétés. Il y a des questions, mais peut-être que ces questions, à moins que tu veuilles y répondre, Cécile, sur qu'est-ce qui est low-tech ou pas. Et il y avait la notion alors le low-tech, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper rudimentaire, mais peut-être que ça, c'est peut-être Quentin ou des gens du low-tech lab pourront dire à quel point le low-tech, c'est peut-être des technologies qui sont conviviales. Alors elles peuvent être tirées un peu plus vers le high-tech, mais par exemple, le low-tech lab a refait son site internet pour enlever tout le superflu et que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc, peut-être Quentin ou d'autres gens du Low-Tech Lab pourront en parler de la frontière entre low-tech et high-tech. C'est pas juste une histoire de technologie, c'est aussi une histoire de convivialité au sens Ivan Illich du terme, quoi. Et je pense aussi c'est une histoire pour moi de direction, de convergence finalement des technologies, que ce soit high-tech, biotechnologie.
je pense qu'il faut converger justement vers la low-tech qui, elle, utilise peu d'énergie et c'est finalement la base qu'il faudrait suivre. Alors, il n'y a pas que peu d'énergie dans les low-tech, mais c'est vraiment, pour moi, la chose la plus importante dans l'utilisation de ce qu'on fait au quotidien. Donc, que ce soit le bâtiment, comme parlait tout à l'heure Gara sur le fait que on ouvrait les fenêtres et puis on chauffait à fond. Donc, ça c'était possible. Est-ce que, Alizé, tu as repéré des questions en ligne sur le Facebook Live qu'on ne pourrait pas voir? Alors, il y a une question sur les plantes et quel type de plantes peuvent être suffisamment émettrices de lumière dans un habitat? Sur les pots, sur les plantes à énergie végétale, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui. Oui. Alors, cette technologie, en fait, je me suis inspirée de ça. Je ne la connais pas précisément, mais je sais que c'est une société donc, qui a produit ça au Pérou à base d'un petit arbre à sève. Et en fait, ce sont les bactéries qui sont créées sur donc, les racines de cette plante. Les bactéries qui sont liées à la photosynthèse, leur activité crée justement de l'énergie électrique qui est récupérée dans une petite batterie. C'est pour ça que ce n'est pas forcément low-tech, mais ça l'est quand même, et qui va éclairer une lampe pendant à peu près 2 heures. Donc ensuite, on pourrait imaginer n'importe quelle plante en fait, qui crée de la photosynthèse. Donc ça peut être votre géranium, ça peut être votre jasmin, etc. Super. On va pouvoir prendre encore une dernière question. On est encore dans les temps. Il y a une question sur le rôle des Fab Labs pour permettre la diffusion des low-tech. Surtout quand on veut faire le pas et qu'on est en appartement, certains Fab Labs politiquement sont compliqués à accéder car très basés sur le modèle de profit et d'innovation lucrative privée. Donc on reprend du coup la notion de brevet qui était abordée par Loïc avec Atelier 21. Oui. Comment tu te débrouilles, toi, pour faire la promotion des low-tech? Est-ce qu'il y a des… pour que ça reste en open source et tout ça? Moi, je pense que malheureusement, on est encore dans un système où on a besoin d'argent finalement pour vivre, payer son loyer, manger. Peut-être que plus tard, ça sera différent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours une notion de rentabilité dans n'importe quel organisme qui se développe, que ce soit une asso ou une entreprise. Après, ce modèle peut être un peu plus éthique et un peu plus important dans le sens où, enfin, un peu plus low-tech justement, et puis open source, en faisant par exemple une innovation commandée par une entreprise ou commandée par un besoin d'un particulier, la vendre en avant-première pour cette entreprise et ensuite de la mettre dans le bien commun. Donc, effectivement, on n'a plus trop cette notion de brevet qui s'éteint, on va dire. Par contre, il faut que le moment de la conception, le temps de conception de la solution soit quand même rentable pour la personne qui l'a réalisé. Ce qui est logique, puisque sinon, ce ne sera pas équitable non plus. Super, merci beaucoup Cécile pour ce voyage en 2030. Sachez en effet que vous pouvez Merci. vivre ce voyage dès maintenant. Hein. Il y a par exemple l'équipe du Low-Tech Lab qui a construit une petite tiny house entièrement low-tech et ils ont vécu dedans pendant 6 mois. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Je vous encourage aussi à vous plonger dans ces récits qui sont non seulement durables et nécessaires, mais qui sont aussi enviables parce que ça crée de la convivialité et a priori, ils ont plutôt bien vécu l'expérience. Je vous encourage aussi à lire 3 ouvrages que j'ai trouvés très instructifs sur ce que ça pourrait donner. C'est Bâtir aussi aux éditions Cambourakis, Paul Chantreau, Merguezland. Et enfin, le dernier s'appelle Voisinage et commun. J'ai oublié le nom de l'auteur. N'hésitez pas si vous avez des références qui vous semblent vous aussi intéressantes sur comment on peut vivre les low-tech dès aujourd'hui, à les rajouter sur le chat parce qu'ils seront visibles dans le replay. Et merci beaucoup pour ce récit, Cécile, c'était vraiment super. Merci Antoine.